Euh, mais déjà, je voudrais remercier l'AHA de m'avoir à nouveau conviée à ces rencontres auxquelles j'ai toujours beaucoup de plaisir à participer. Et puis, je voudrais remercier aussi Hugo et Charlotte d'avoir accepté de modérer avec moi cette première session des rencontres. Donc, ma mission ce matin, c'était d'abord de faire une petite introduction à ce débat, en fait. Moi, je l'ai vraiment posé comme un débat. Je ne sais pas si c'est comme la forme que ça prendra par la suite, mais à ce panel qu'on a constitué pour essayer de remettre un peu en perspective cette question archive et collection, archive ou collection. Donc voilà, j'ai prévu une petite introduction de cette question-là. Alors, en novembre 2021, le Centre d'archives d'architecture contemporaine de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine rouvrait ses portes après plusieurs années de fermeture, comme vous le savez certainement. Le nouveau lieu d'accueil des archives était enfin prêt, les bureaux étaient déménagés, les meubles de stockage installés, les archives rassemblées, mais également les collections du musée déplacées. En effet, à travers ce déménagement, une mutation s'est opérée. En passant de la rue de Tolbiac au boulevard Ney, le centre d'archives s'est transformé en centre des collections. Et ce ne sont pas mes mots, comme vous le voyez ici. Outre la réunion dans un même lieu de fonds d'archives d'architectes autrefois conservés par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine dans divers lieux de stockage, les nouveaux locaux hébergent désormais également les réserves du Musée des Monuments français, soulevant par là une question. L'ouverture du nouveau centre des collections de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine traduit-elle un changement de paradigme, la fin de la séparation entre archives et collections? Archives ou collections, musée ou centre d'archives, fonds ou pièces remarquables, cette distinction dichotomique entre deux types de collections a longtemps prévalu dans les politiques de conservation des documents d'architecture. Cette dichotomie oppose l'idée, d'une part, de la cohérence d'un ensemble documentaire de même provenance et l'idée d'une cohérence qui serait construite plutôt autour d'un discours que chaque pièce viendrait nourrir. Cette dichotomie, elle repose aussi sur un principe fondateur des centres d'archives, c'est celui du respect de l'intégrité des fonds, c'est-à-dire l'idée de ne pas pervertir la cohérence des ensembles documentaires légués par des architectes. Ce principe, c'est un principe que s'engage à respecter la majorité des centres qui collectent les archives des architectes. Mais ce positionnement, a priori, il est incompatible avec la constitution d'une collection elle-même composée de documents épars et qui seraient extraits de leur source d'origine. Si au sein d'une même institution, la cohabitation entre ces deux types de collections ne pose pas de problème particulier et est envisageable, ces pratiques peuvent s'avérer concurrentielles à une échelle plus large. En effet, acquérir un dessin, c'est peut-être l'extraire ou le maintenir séparé d'un fonds d'archives cohérent et qui était conservé par une autre institution. La stratégie adoptée par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine récemment est-elle le symptôme d'un phénomène plus large? D'autres institutions en France et à l'étranger opèrent-elles des synthèses analogues? De quoi ces rapprochements entre différents types de collections sont-ils le nom? Ainsi, alors qu'archives et collections semblaient encore il y a quelques années répondre à des trajectoires distinctes, sinon opposées, les réalités actuelles des centres de conservation semblent plus volontiers les rapprocher. Mais cela ne va pas sans poser de questions. Ce rapprochement entre collection et archives ne signe-t-il pas la fin d'une autonomie pour les archives? En réconciliant les deux types de collections, ne mettons pas les archives au service du musée. Au contraire, on peut poser la question différemment, les archives ne gagnent-elles pas à être associées au musée et à son projet? Autre question, quand les deux collections cohabitent, observe-t-on une collectionnalisation des archives ou une archivisation des collections? Faut-il maintenir ce type de lecture un peu hiérarchisante qui établirait un lien de subordination d'une collection vers l'autre, ou plutôt privilégier une réflexion qui considérerait que ces rapprochements sont au contraire le synonyme d'une collaboration plus importante entre des départements aux compétences complémentaires?
Alors, au-delà de ces quelques questionnements peut-être un peu provocateurs, il s'agit surtout de mettre en lumière les problématiques que soulève l'effacement éventuel des frontières entre archives et collections. Alors, avant de passer la parole à nos invités, je vais prendre quelques minutes pour essayer de remettre en contexte, et notamment en contexte historique, ce questionnement entre archives et collections, et donc poser quelques très rapides jalons. En réalité, l'idée d'un rapprochement entre les deux collections de la Cité de l'Architecture n'est pas nouvelle. Quelques années après la création de l'IFA, donc l'IFA est créée en 1981, dès cette époque-là, on confie à l'IFA, donc l'Institut français d'architecture, la mission de collecter les archives d'architectes. Très rapidement après la création de cet institut, donc seulement quelques années après, le débat est lancé lorsqu'il devient assez évident que les limites des locaux de l'IFA, alors situés rue de Tournon, seront très rapidement atteintes. En effet, très rapidement, l'IFA a peiné à trouver des espaces et aussi des budgets pour maintenir à flot la politique de collecte qu'il avait engagée dès sa création. Le directeur du département Histoire et Archives de l'époque, au moment de la création de l'IFA, Maurice Culot, s'était ainsi posé la question, dès le milieu des années 80, la collection naissante d'archives d'architectes devait-elle constituer les fondations d'un musée d'architecture ou celle d'un centre d'archives? Il estimait alors que le musée d'architecture français, pour que le musée d'architecture français qu'il était en train d'imaginer égale ses homologues internationaux, il fallait qu'il se dote d'une collection muséale dont il estimait qu'elle devait être composée, là je le cite, des documents significatifs évoquant les principales figures de l'architecture française du XXe siècle. Selon lui, cette collection devait permettre de répondre aux lacunes de la collection d'archives. Pour lui, pour Maurice Culot, il n'y avait donc pas de contradiction entre constitution d'une collection d'archives et constitution d'une collection de dessins. Au moment où il milite pour le rapprochement entre ces deux collections, Maurice Culot fait écho à un débat qui déborde alors largement le cadre de l'IFA. En effet, au cours des années 70, la scène institutionnelle a considérablement évolué à l'échelle internationale sous l'influence d'un double phénomène. D'une part, la multiplication des expositions d'architecture, qui est vraiment très, très flagrante dans les années 70, et puis la naissance d'un marché du dessin d'architecture. Là, je vous ai mis la couverture d'un ouvrage de Jordan Kaufman qui a montré justement, donc, qui est tiré de sa thèse, qui a montré comment les expositions d'architecture, et notamment les expositions de dessin d'architecture, ont attiré l'attention sur ces médiums jusque-là assez mal considérés et ont contribué au développement d'un marché et d'une nouvelle forme de collectionnisme des documents d'architecture. Il a notamment montré l'influence d'une institution, c'est le MoMA. Enfin, il a travaillé sur plusieurs institutions, mais il a montré le rôle du MoMA de New York dans ce phénomène-là. Et puisque le MoMA est une des premières institutions à créer son département d'architecture et de design dans la foulée de la première grande exposition d'architecture de 1932 que vous connaissez tous, Modern Architecture International Exhibition. Et dans la foulée de cette exposition de 1932, dès les années 40 et 50, le MoMA commence à constituer une collection de dessins. Donc, un des premiers dessins qui est acquis par le MoMA est ce dessin de Theo van Doesburg. Conjointement à ces grandes institutions qui commencent à constituer des collections, quelques personnalités ont aussi joué un rôle très significatif dans l'émergence de ce marché et de ce phénomène de concurrence. J'en cite un, mais il y en a beaucoup. Par exemple, Heinrich Klotz, qui est le fondateur de la collection du DAM, donc du Deutsche Architektur Museum de Francfort, qui commence à constituer une collection dès 1979. Et lui, donc, dans sa quête des plus beaux documents des architectes internationaux, sachant que lui s'intéressait particulièrement à la période qui lui était contemporaine, donc la période dite postmoderne. En allant chercher ces beaux dessins, il a concrètement encouragé un collectionnisme à l'échelle mondiale, puisqu'il ne s'intéressait pas aux architectes allemands, mais vraiment aux architectes internationaux. En achetant parfois à très grands frais des documents d'architectes,
Ces institutions, mais aussi ces personnalités, sont à la fois instigatrices et tributaires du développement rapide du marché du dessin d'architecture et de la mise en concurrence des institutions. Alors, l'année 79, justement, que je viens de citer, est un jalon important dans cette histoire, dans l'histoire de ce débat programmatique entre collections et archives. D'abord parce que 1979, c'est la date de la création de l'ICAM, donc la Confédération internationale des musées d'architecture. Cette création, elle traduit la nécessité d'offrir un espace à ces discussions, justement, qui commencent à prendre forme. Mais son rôle premier, c'est d'abord d'acter la reconnaissance du musée d'architecture en tant que programme culturel international qui a sa spécificité. Ceci étant dit, dès le départ, l'ICAM reste assez flou, assez imprécis dans la définition qu'il donne justement de ce programme du musée d'architecture, qui peut alors renvoyer à la fois à un centre d'archives, à un musée d'art contemporain qui aurait un département d'architecture, mais aussi à des centres d'exposition qui n'ont pas de collection. Tout ça pouvant être compris comme faisant partie du musée d'architecture. Donc la prise en compte du fait architectural par les institutions est actée par la création de l'ICAM. En revanche, les frontières programmatiques restent encore assez floues. La même année, donc toujours 79, la création du Centre canadien d'architecture rebat un peu les cartes. Après avoir passé près d'une décennie à défendre le patrimoine montréalais, Phyllis Lambert décide de consacrer sa fortune à la mise sur pied d'une collection. Et au départ, il s'agit d'une collection de dessins d'architecture. Cette collection, elle va progressivement la transformer en un ambitieux centre qui réunit d'une part un musée, mais aussi un lieu d'exposition, un centre d'archives et un centre de recherche, ainsi qu'une bibliothèque. En faisant cohabiter toutes ces missions à l'intérieur d'une même institution, le CCA va participer à la mutation du musée d'architecture et à la confusion des genres. En conjuguant dans un même lieu ces deux types de collections, donc collection de dessins et d'artefacts architecturaux et collection de fonds d'archives privés d'architectes, le CCA interroge le réseau en jouant sur les deux tableaux. Dans les années 80-90, le débat s'emballe. Les congrès internationaux de l'ICAM deviennent la principale tribune de ce débat. À cette période, les prix du dessin d'architecture prennent une telle valeur que les institutions publiques ne parviennent plus à suivre. Le marché du dessin connaît donc son apogée au moment même où de nombreux pays, et notamment en Europe, ouvrent leur musée d'architecture et engagent la constitution de collections. Ces collections sont souvent développées avec un spectre national, une échelle nationale, et ces institutions européennes se trouvent donc assez rapidement concurrencées par des institutions dotées de moyens d'acquisition inégalés. Donc, ces jeunes institutions européennes qui tentent de monter leur collection vont reprocher, donc au milieu des années 80, à leurs homologues nord-américaines notamment, de venir piocher chez elles ce qui les intéresse et de laisser des fonds exsangues et souvent incohérents. Maurice Culot va notamment participer à ce débat et défendre avec beaucoup de vigueur l'idée que les documents d'architecture produits en Europe doivent rester en Europe, idée à laquelle n'adhère pas du tout sa grande amie Phyllis Lambert qui pratique justement ce type de collecte. Donc, accusée de dépouiller les fonds européens des grandes institutions comme le CCA que j'ai déjà cité, mais aussi le Getty, le MoMA ou le Centre Pompidou, sont sommés par celles aux moyens plus modestes de signer une charte au sein de l'ICAM, une charte qui les engagerait à respecter le principe des frontières nationales. Alors, un code d'éthique est effectivement signé en 1989 entre les institutions membres de l'ICAM. Gilles Rago, qui était alors responsable du centre d'archives de la Cité de l'Architecture, fait la synthèse de ces débats dans les pages de colonne. S'agit-il, pour résumer, de constituer des collections de documents rares et signés de grands maîtres ou de collecter des fonds d'archives afin d'autoriser des études dignes de nom?
et de garantir une large diffusion de l'histoire de la création architecturale. Donc la charte va effectivement être signée. Elle stipule que les membres doivent respecter l'intégrité des fonds d'architecture et le principe de la provenance. Cependant, si le texte a dans un premier temps permis d'apaiser les tensions entre les membres du réseau, il n'a pas mis un frein à l'emballement du marché et il n'a pas vraiment ni satisfait les institutions les mieux dotées qui se sentaient un petit peu limitées dans leur pratique, ni non plus réellement convaincu les institutions aux moyens plus modestes qui trouvaient l'accord trop peu contraignant. Donc, les effets de la charte ont été assez limités et les grandes institutions ont continué de venir chasser, entre guillemets, des documents en Europe. La France va prendre une part assez active à ces débats et surtout va aussi les rejouer en quelque sorte à l'échelle nationale. À l'IFA, le projet d'un musée d'architecture va un peu patiner pendant toute la décennie 1980 jusqu'à être abandonné au moins temporairement. En revanche, celui d'un centre d'archives autonomisé et mis en capacité d'accueillir un nombre plus important de fonds va être rendu possible par la mise à disposition des locaux de l'ancienne, des sous-sols en particulier de l'ancien hôpital Marie-Lannelongue. Alors qu'on pensait pouvoir fusionner les deux programmes, c'est l'autonomie qui va prévaloir pendant un premier temps. Au cours de cette période, donc des années 80, fin des années 70, années 80, le réseau français va s'enrichir de nouvelles institutions. Inauguré en 1977, le Centre Pompidou commence à collecter des documents d'architecture qui vont réellement prendre la forme d'une collection d'architecture seulement dans la décennie 90. Mais dès le départ, il y a quand même un regard qui est porté sur la création architecturale et dite industrielle à cette époque. Toujours au tournant des années 80, l'Académie d'architecture, qui est une institution bien plus ancienne, bien sûr, va relancer sa collection sous la houlette de Paul Dufournay, qui est à ce moment-là le conservateur des archives de l'Académie d'architecture, et qui va essayer de redéfinir la politique d'acquisition de l'Académie d'architecture. Il va souhaiter développer, et là je le cite, une politique attentive de sauvetage de fonds promis à la dispersion, sinon à la destruction, mais sans mettre un terme pour autant à la collecte de documents isolés qui étaient offerts par les membres. Suite à la grande loi archives de 1979 qui donne un statut aux archives privées, certains centres services publics d'archives vont aussi récupérer des fonds d'archives, souvent sous l'impulsion d'associations d'archives d'architectes locales qui vont soit repérer des fonds, soit aider les services publics à récupérer des fonds. À la même période, les fonds régionaux d'art contemporain sont créés dans le cadre des politiques de décentralisation. Sous l'impulsion de Frédéric Miguerou et de Marie-Ange Breyer, le FRAC Centre oriente sa collection progressivement autour du couple art contemporain et architecture expérimentale aussi dans les années 90. Donc, dans cette décennie-là, des années 90, c'est notamment l'IFA et le Centre Pompidou qui vont un petit peu cristalliser et rejouer à une échelle locale les termes de ce débat, archives et collections. Ceci dit, les effets de cette concurrence à l'échelle nationale doivent être quand même nuancés. La concurrence, c'est plutôt joué à une échelle internationale. Et dans les frontières nationales, on a pu observer certains débats autour de quelques fonds, mais il faut quand même nuancer un petit peu l'importance de cette concurrence. Mais ces débats ont peut-être eu d'autres effets, de marquer notamment l'indistinction entre musées et archives. Dans les années 2000, la notoriété de certains architectes s'envole. Quelques rares élus se voient attribuer l'étiquette de starchitecte. Leurs croquis et dessins, jadis ignorés ou mal considérés, s'arrachent à prix d'or, affirmant au passage le statut d'artiste des architectes. En 2007, Barry Bergdoll décrit les archives comme de potentielles mines d'or pour les architectes, alors qu'il évoque la proposition faite par Franck Gehry de vendre ses archives au MoMA pour une somme estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars.
Il observe ainsi un changement sismique, un changement d'échelle sismique. Avant, il décrit, avant, les architectes étaient honorés que leurs documents soient montrés. Aujourd'hui, il les voit comme un investissement rémunérateur. Dans ce contexte, les frontières entre art et architecture deviennent de plus en plus poreuses. Les dessins d'architectes sont présentés dans les grandes biennales internationales aux côtés d'œuvres d'artistes plasticiens. L'architecture fait l'objet d'un collectionnisme accru, à l'image de l'art contemporain. Des galeries spécialisées voient le jour chaque année. Des prix d'art contemporain sont attribués à des architectes, des plasticiens sont invités à parler d'architecture. La liste est longue des motifs de rapprochement entre art et architecture dans ces années-là. Si ces évolutions traduisent une redéfinition des limites disciplinaires, elles sont surtout symptomatiques d'un changement de paradigme pour les archives. D'une part, les grands fonds sont désormais hors de portée pour la très grande majorité des institutions. D'autre part, les capacités de stockage de la plupart des institutions trouvent leurs limites à une période où les fonds proposés atteignent des volumes inégalés. Certains fonds n'entrent plus dans les archives, faute d'espace pour les accueillir. Par ailleurs, la digitalisation d'une partie de la pratique architecturale et l'évolution des supports de conception compliquent également la collecte. Les contraintes se multiplient donc pour les centres d'archives. Alors que s'éloigne l'espoir d'une collecte qui serait homogène et représentative de l'ensemble de la pratique architecturale, c'est l'histoire de l'architecture et les possibilités de son écriture qui s'en trouvent transformées. L'idée que l'archive devrait permettre d'opérer une coupe à travers la production architecturale, d'agences à l'envergure internationale jusqu'à des architectes à la production plus locale, cette idée est mise à mal par toutes ces évolutions. Dans ce contexte marqué par des pratiques de collecte de plus en plus contraintes, les frontières entre ces pratiques tendent à s'estomper. Rares sont les institutions qui maintiennent une stricte politique de collecte de fonds d'architectes. Le plus souvent, les politiques de collecte se diversifient en menant de front une prise en charge sélective de fonds d'architectes et constitution d'une collection elle-même constituée de pièces isolées. On a déjà évoqué donc le cas de la Cité de l'Architecture qui a absorbé l'IFA au moment de sa création au début des années 2000 et qui a finalement mis en œuvre une méthodologie analogue à celle qui avait été souhaitée par Maurice Culot dans les années 80, donc le rapprochement entre une collection de fonds d'archives et une collection muséale. D'autres institutions ont participé à l'effacement de ces frontières. En 2012, le MoMA et la Avery Library de l'Université Columbia ont procédé à la co-acquisition du fonds d'archives de Frank Lloyd Wright, archives qui étaient jusque-là conservées par la Fondation Wright. En complétant des embryons de collections existants, la Avery devient le principal lieu de conservation des archives papier de Wright, donc 23 000 dessins et documents professionnels et 44 000 photographies. De son côté, le MoMA, lui, récupère les maquettes, les prototypes et les artefacts et poursuit la cohabitation qu'il avait initiée il y a longtemps entre fonds d'archives et collections de dessins, cohabitation qui avait notamment commencé au moment de l'acquisition du fonds Mies van der Rohe. Donc, éclatés entre ces deux institutions, le MoMA d'une part et la Avery de l'autre, mais rassemblés dans la même ville de New York, l'archive Wright est-elle un nouveau modèle du genre, privilégiant la collaboration à la concurrence? Ainsi, l'idée de créer des ponts entre les collections, de les faire dialoguer, a fait son chemin au cours des dernières années. Hans Ulrich Obrist va jusqu'à parler d'inter-archives pour parler des pratiques visant à augmenter les points de contact entre les collections. Et il me faut la bonne page. Dès lors, on peut se poser la question, le débat entre collection et archives n'est-il pas dépassé, sinon obsolète? En effet, les définitions qui ont longtemps prévalu des archives ont perdu de leur validité. La conception traditionnelle de l'archive comme un ensemble de documents papier, qu'il soit le support de dessin, de croquis, mais aussi de tableaux budgétaires ou de courriers manuscrits, est caduque. Aujourd'hui, tout peut être considéré comme archive, des maquettes, des photos, des échantillons de matériaux, des livres, des œuvres d'art, autant de choses qui trouveraient aussi leur place dans une collection. L'archive est protéiforme, ses supports se sont enrichis aussi, elle est orale, elle est vidéo.
où commence et termine l'archive? La question reste ouverte et peut-être que le débat qui va s'en suivre apportera des éléments de réponse. Par ailleurs, l'idée que les archives posséderaient une cohérence que n'aurait pas la collection doit être battue en brèche. D'abord parce que les collections muséales, dont on pourrait penser qu'elles sont constituées au gré des opportunités et des pièces mises en circulation, répondent en fait le plus souvent à des politiques d'acquisition définies. D'autre part, la mise en évidence d'une forme d'exhaustivité dans la collecte des archives par opposition à la constitution d'une collection a aussi ses limites. D'abord parce qu'un fonds n'est jamais complet. Des coupes ont été opérées à différents moments de la vie du document, qu'on le sache ou non. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de politique de collecte d'archives non sélective. Aucun centre d'archives n'accueille toutes les archives disponibles. Des choix sont faits parmi les fonds qui sont disponibles en fonction de l'espace disponible, en fonction des lacunes des collections, car en effet, on parle aussi de collection de fonds d'archives, expression qui met à mal tout notre questionnement initial. Enfin, l'argument de la provenance des documents ne suffit pas à distinguer un fonds d'une collection. Les fonds d'archives font l'objet de compléments qui peuvent avoir des origines diverses. Au contraire, certaines pièces de collection muséale ont fait l'objet d'un don d'un seul producteur. D'ailleurs, si on élargit la focale à la période moderne, que je n'ai pas évoquée, la distinction entre pièces d'une collection et archives n'a jamais été réellement opérante. Il n'existe pas pour cette époque de fonds d'archives constitués, à part peut-être à l'exception de quelques agences comme celle du Palais du Louvre ou des Tuileries, mais seulement des ensembles de documents graphiques dont la provenance n'est pas nécessairement identique. Alors justement, que reste-t-il aujourd'hui du respect du principe de la provenance géographique dans un monde globalisé comme le nôtre? Quel sens peut-on donner aussi à une collecte nationale? On serait tenté de répondre à toutes ces questions en disant que chaque collection a son histoire. Plutôt que d'essayer de trancher entre fonds et collections, la question posée devrait être plus globalement celle des politiques d'acquisition. Comment sont constituées les collections? Selon quels critères et avec quelle ambition pour l'histoire et la culture architecturale? Quels critères de communicabilité et d'accès aux documents sont mis en place? Et plus largement, à quel public s'adressent ces collections? Autant de questions que je soumets à nos invités. Autant de questions que soulève aussi une série de publications récentes qui ont porté leur attention sur justement des stratégies de collecte développées par certaines institutions. Sergio Figueiredo, par exemple, fut un des premiers à mener une enquête de fond sur les pratiques de collecte en infiltrant les arcanes d'une des plus anciennes institutions collectrices, le Netherlands Architecture Institute, qui a depuis changé de nom, et je ne tenterai pas de prononcer le nouveau nom, parce que je suis... tandis que Albena Janeva s'est, elle, attachée à montrer le réseau d'acteurs qui est impliqué dans le travail de collecte, mais aussi de valorisation des collections, après avoir passé plusieurs mois dans les réserves et les couloirs du CCA. Ces premières études traduisent donc un intérêt croissant pour l'archive, ou une pulsion d'archives, pour reprendre les termes d'Al Foster, dans le champ de l'architecture, comme en témoigne aussi la série de masterclass coordonnée par Norman Foster, enfin par la Fondation Norman Foster plus exactement en 2021, sur le thème On Archives. Toutes ces publications et ces événements militent aussi pour le développement d'un nouveau champ de la recherche qu'on pourrait nommer Architectural Archival Studies ou Histoire des collections d'architecture, champ auquel notre débat d'aujourd'hui contribuera sans aucun doute. Merci beaucoup.